Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet médical assez pointu, la pancréatite aiguë sévère. On va s'appuyer sur un chapitre de référence médicale pour essayer de décortiquer tout ça. L'objectif, c'est vraiment de comprendre l'essentiel. Qu'est-ce que c'est, au juste? Comment on la reconnaît? Quels sont les signes qui doivent alerter? Et puis, comment on réagit en urgence? Quelles sont les causes? Et pour bien démarrer, imaginons un cas concret tiré du document. Monsieur S, 43 ans. Il débarque aux urgences avec des douleurs abdominales terribles depuis 48 heures. Il décrit ça comme un coup de poignard transfixant, vous voyez. Il vomit, son ventre est tout gonflé. Et à l'arrivée, les chiffres sont pas bons. Tension basse, 90-50, cœur très rapide, 116, et il manque d'oxygène. La saturation est à 89%. On sent tout de suite que c'est grave. C'est vraiment dans ce contexte-là qu'on va explorer la pancréatite aiguë. Alors, commençons par la base. C'est quoi exactement une pancréatite aiguë? Alors, la pancréatite aiguë, c'est une inflammation soudaine, brutale du pancréas. En fait, c'est un peu comme si la glande s'attaquait elle-même, elle s'auto-digère à cause de ses propres enzymes qui, normalement, devraient aller dans l'intestin, mais qui s'activent sur place. Et cette inflammation, elle peut même déborder sur les tissus autour du pancréas. D'accord. Et ce qui frappe d'emblée, c'est la variabilité, c'est ça. Ça peut aller du simple au très grave. Absolument. C'est tout le problème. Ça peut être une forme relativement bénigne, on dit œdémateuse limitée au pancréas, qui demande une hospitalisation courte, quelques jours. Et puis à l'opposé, on a des formes très sévères, parfois fulminantes, qui entraînent une défaillance de plusieurs organes. Le fameux syndrome de défaillance multiviscérale. Exactement. Et là, le pronostic change radicalement. On parle d'une mortalité qui n'est pas négligeable, entre 5 et 20%. Ces patients-là, ils doivent impérativement aller en réanimation ou en soins intensifs. C'est pour ça que dès le début, dès l'arrivée du patient, la priorité absolue, c'est de chercher systématiquement les signes qui pourraient indiquer une forme sévère. Il ne faut pas passer à côté. Compris. Alors, avant de détailler ces signes de gravité, comment on pose le diagnostic? Qu'est-ce qui nous dit « ok, c'est bien ça ». Le document parle de 2 piliers, c'est ça. Le premier, c'est la douleur abdominale. Elle est décrite comme quasi constante, près de 100% des cas. C'est énorme. Oui. Typiquement, c'est en haut de l'abdomen, épigastrique comme on dit, et elle traverse le corps, transfixiante, c'est le terme. Elle peut irradier dans le dos, sur le côté gauche. C'est ça. Elle arrive vite, elle devient maximale en quelques heures, et elle est là, tout le temps, permanente. Et souvent, elle résiste aux antidouleurs habituelles. Oui, c'est une douleur très intense, souvent insupportable pour le patient. Et il y a cette position qui peut parfois soulager un peu, pencher en avant, ou alors coucher sur le côté gauche, les genoux ramenés vers la poitrine, la position en chien de fusil, ça c'est assez classique. Et il peut y avoir d'autres signes, comme des vomissements. Oui, dans environ la moitié des cas. Ou alors un arrêt du transit, le ventre qui gonfle, ce qu'on appelle un iléus réflexe. Ça accompagne souvent cette douleur majeure. Donc la douleur, c'est le premier pilier. Et le second? Le second pilier, c'est la biologie. Et là, l'élément clé, vraiment incontournable, c'est le dosage de la lipase dans le sang. La lipase, c'est une enzyme produite par le pancréas. Ah oui? Si son taux est très élevé, le critère est supérieur à 3 fois la normale, on dit 3N, eh bien c'est un argument diagnostique extrêmement fort. C'est vraiment l'examen de référence. Et l'amylase? On en entendait parler avant? Alors, l'amylase, justement, le document le précise bien, ce n'est plus considéré comme utile ici. C'est moins spécifique, moins sensible que la lipase. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la lipase qu'il faut doser. D'accord. Mais attention, d'autres choses peuvent ressembler à ça, non? Tout à fait. Il faut rester vigilant. Une pancréatite aiguë, surtout au début, ça peut mimer d'autres urgences abdominales. Le document cite les principaux diagnostics différentiels. Un ulcère d'estomac qui se perfore, un problème vasculaire sur l'intestin, l'ischémie intestinale, une péritonite, ou même, attention, un infarctus du myocarde s'il touche la partie inférieure du cœur. Ah oui, d'accord. Donc l'examen clinique, au départ, il ne sert pas juste au diagnostic de la pancréatite, il est crucial pour éliminer ces autres urgences et bien sûr pour rechercher d'emblée ces fameux signes de gravité dont on parlait. Justement, revenons-y. La gravité. On a dit qu'il fallait la chercher. Mais comment on l'évalue, concrètement? Le document insiste beaucoup sur le CIRS,
Oui, le CIRS, c'est le syndrome de réponse inflammatoire systémique. En gros, c'est le signe que l'inflammation, elle n'est plus juste dans le pancréas, elle s'étend à tout l'organisme. C'est une réaction inflammatoire généralisée. Et ça ressemble à une infection alors? Ça peut y ressembler, oui. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que dans la pancréatite aiguë, au début, l'agression initiale, elle n'est pas infectieuse. C'est purement inflammatoire. Le CIRS traduit cette inflammation débordante. Et comment on le reconnaît, ce CIRS? Quels sont les critères? Alors, il y a 4 critères. Il faut en avoir au moins 2 pour parler de CIRS. Premièrement, la température. Soit trop basse, moins de 36 degrés Celsius, soit trop haute, plus de 38 degrés Celsius. Deuxièmement, le cœur. Trop rapide, plus de 90 battements par minute. Troisièmement, la respiration. Trop rapide aussi, plus de 20 cycles par minute. Et quatrièmement, les globules blancs dans le sang, soit trop bas, moins de 4 gigas par litre, soit trop élevé, plus de 12 gigas par litre. D'accord. 2 de ces 4 signes, et on parle de CIRS. Et ce CIRS, il peut mener à des défaillances d'organes? Exactement, c'est ça le danger. L'inflammation systémique peut entraîner la défaillance d'un ou plusieurs organes vitaux, soit très tôt, soit un peu plus tard. Fait plus bien, on peut voir des marbrures sur la peau, le taux de lactate dans le sang augmente, c'est une urgence vitale absolue. Une insuffisance respiratoire aiguë. Le patient est essoufflé, il manque d'oxygène, on parle d'hypoxémie. Ça peut aller jusqu'au SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, une atteinte très grave des poumons. Une insuffisance rénale aiguë. Les reins ne fonctionnent plus, ils ne produisent plus d'urine, ou très peu, oligoanurie. Et les déchets comme l'urée, la créatinine, s'accumulent dans le sang. Et puis des problèmes de coagulation. Les plaquettes peuvent chuter, thrombopénie. Les tests de coagulation sont perturbés et ça peut aller jusqu'à la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, un trouble très complexe et très grave. Oui, c'est impressionnant comme cascade. Et est-ce qu'il y a des scores, des outils spécifiques pour mesurer tout ça? Le document mentionne des scores comme Apache 2, Ranson. Alors, justement, c'est un point méthodologique important soulevé par le texte. L'utilisation de ces scores complexes, ou même le dosage de marqueurs comme la CRP, n'est plus recommandé pour l'évaluation initiale de la gravité. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que l'évaluation clinique, la recherche active et répétée du CIRS et des signes de défaillance d'organes, c'est ça qui est le plus pertinent au début. Un patient qui a juste une tachycardie, un cœur un peu rapide ou un léger essoufflement, ça doit alerter. Il faut savoir que l'état peut s'aggraver très vite dans les 48-72 premières heures. D'accord. Donc, en cas de doute, même minime sur la gravité au départ, il faut vraiment envisager une prise en charge en unité de soins intensifs ou en réanimation et réévaluer très très fréquemment. Faut pas sous-estimer. Ok, c'est clair. Donc, diagnostic posé, gravité évaluée. Qu'est-ce qu'on fait concrètement en urgence? Y a-t-il un traitement pour guérir l'inflammation? Eh bien non, malheureusement. Le document est très clair là-dessus. Il n'existe pas de traitement spécifique qui arrête l'inflammation pancréatique elle-même. La prise en charge, elle est donc principalement symptomatique. On gère les conséquences. D'accord. Et quelles sont les priorités dans cette gestion symptomatique? Il y en a plusieurs qui sont absolument capitales. La première, c'est de corriger la déshydratation, l'hypovolémie. Il y a une fuite massive de liquide des vaisseaux vers les tissus, ce qu'on appelle le 3e secteur, à cause de l'inflammation. Ah oui? Donc il faut perfuser abondamment, vraiment de grands volumes de solutés qu'on appelle cristalloïdes, comme le sérum physiologique ou le Ringer lactate. C'est crucial pour maintenir la tension et la perfusion des organes. Et cette réhydratation, il faut la surveiller de très près, idéalement en soins intensifs. Ensuite, calmer la douleur. C'est souvent une douleur atroce, on l'a dit. Donc, il faut des antalgiques puissants, de palier 3, type morphine ou dérivés. Souvent, on utilise une pompe contrôlée par le patient, une PCA, pour qu'il puisse gérer ses doses. Mais attention, ces médicaments ont des effets secondaires, digestifs, respiratoires, il faut les surveiller. et les anti-inflammatoires, on pourrait penser que... Non, surtout pas. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ANS, sont contre-indiqués. Ils augmentent le risque de saignement et pourraient même favoriser les infections. Donc, pas d'ANS. Parfois, on peut discuter des techniques d'anesthésie loco-régionale, comme une péridurale, mais c'est plus spécifique. D'accord. Hydratation, douleur, quoi d'autre ?
Troisième point essentiel, et c'est peut-être le seul traitement qui a montré un bénéfice sur la mortalité, c'est de nourrir le paston précocement et par voie entérale, c'est-à-dire par le tube digestif. Ah oui, Pas le mettre à jeûne. non, justement. On a longtemps cru qu'il fallait mettre le pancréas au repos complet, donc jeûne strict. Mais les études ont montré que c'était plutôt l'inverse. Il faut essayer de commencer à nourrir, idéalement dans les 48 heures. Si le patient peut manger un peu, c'est bien, sinon on met une sonde nasogastrique. Et pourquoi c'est bénéfique? Parce que ça aide à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale. Ça évite que les bactéries de l'intestin ne passent dans le sang et n'aillent infecter les zones de nécrose du pancréas. Donc nutrition entérale précoce, c'est vraiment un message clé. Très bien. Et après, il y a la gestion des défaillances d'organes, si elles surviennent. Oui, bien sûr. Leur prise en charge spécifique en réanimation est essentielle pour le pronostic. Et un dernier point important, ne pas donner d'antibiotiques systématiquement, même s'il y a de la fièvre. Même s'il y a de la fièvre au début. Cette fièvre initiale, elle est très souvent liée au CIRS, à l'inflammation, pas à une infection. Donner des antibiotiques à l'aveugle, sans preuve d'infection, ça ne sert à rien et ça risque de sélectionner des bactéries résistantes pour plus tard. On fait des prélèvements, on surveille et on traite si et seulement si on suspecte fortement ou on prouve une infection surajoutée, par exemple en ponctionnant une zone de nécrose. Donc, on gère les symptômes, on soutient l'organisme, mais en même temps, il faut chercher pourquoi c'est arrivé, non? Pour éviter que ça ne recommence. Absolument. C'est le deuxième temps, mené en parallèle. Chercher la cause, l'étiologie. Et là, il y a une priorité absolue. Éliminer une obstruction des voies biliaires par un calcul. C'est la fameuse cause lithiasique. Pourquoi c'est si urgent de chercher ça? Parce que si un calcul biliaire est coincé à la sortie du canal biliaire et du canal pancréatique, et qu'en plus il y a une infection des voies biliaires, ce qu'on appelle une angiocolite, là c'est une urgence chirurgicale, enfin endoscopique, il faut intervenir très vite pour retirer ce calcul. Comment on fait ça? Par une endoscopie spéciale, la CPRE, cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. On passe un endoscope par la bouche, on va jusqu'à l'endroit où les canaux se jettent dans l'intestin et on peut retirer le calcul. C'est un geste qui doit être fait en urgence en cas d'angiocolite associée. D'accord. Et même s'il n'y a pas d'infection aussi, on trouve que c'est un calcul la cause. Alors, une fois que l'épisode aigu de pancréatite est passé, il faudra enlever la vésicule biliaire, faire une cholécystectomie pour éviter que d'autres calculs ne migrent et ne provoquent une nouvelle pancréatite. Ok. Quels sont les examens clés pour tout ça, pour le diagnostic, la gravité et la cause? Alors, pour récapituler, la lipasémie, on l'a dit, si la douleur est typique, une lipase 3N, ça suffit souvent au diagnostic. L'échographie abdominale, elle est indispensable et doit être faite en urgence, vraiment. Son but principal, c'est de chercher des calculs, soit dans la vésicule, soit dans la voie biliaire principale. Si elle est difficile à faire ou pas dispo rapidement, un scanner sans injection peut aider pour chercher les calculs aussi. D'accord. D'autres examens sanguins peuvent orienter vers la cause. On regarde les enzymes du foie, une élévation importante des ALT, par exemple 150 UIL, ça crie cause biliaire. On dose aussi les triglycérides. S'ils sont très élevés, plus de 1000 mg DL ou 11,3 mmol/L, ça peut être ça la cause. Et la calcémie, le taux de calcium, car une hypercalcémie peut aussi être en cause. D'autres examens sanguins peuvent orienter vers la cause. Et enfin, le scanner abdominal, mais cette fois avec injection de produits de contraste, si l'état du patient le permet. Lui, on ne le fait généralement pas en urgence pour le diagnostic, sauf si c'est atypique. On le fait plutôt après 72-96 heures, surtout dans les formes graves. Et il sert à quoi, ce scanner plus tardif? Il permet de voir l'étendue des lésions. Est-ce que c'est juste un œdème, une pancréatite œdémateuse, ou est-ce qu'il y a des zones de nécrose, du tissu mort, une pancréatite nécrosante? Et il cherche aussi les complications locales, des collections de liquide, des abcès, des problèmes de vaisseau, des problèmes digestifs. Donc, si je comprends bien la démarche pour trouver la cause, d'abord, on est sûr que ce n'est pas une autre urgence qui demande une chirurgie immédiate. Ensuite, on cherche activement les signaux de gravité. Et puis tout de suite, on cherche des arguments pour une cause biliaire. On interroge le patient, on l'examine, on fait l'échographie en urgence et on regarde les ALT et la bilirubine. C'est ça. C'est exactement ça, c'est une démarche logique, étape par étape. Et quelles sont les causes les plus fréquentes qui ressortent du document ? Alors, il y en a deux qui écrasent un peu les autres en termes de fréquence. La première, c'est la cause lithiasique, les calculs biliaires. C'est la plus fréquente dans beaucoup de pays. Elle touche un peu plus les femmes, souvent après 50 ans, parfois en surpoids. Il faut systématiquement la rechercher.
Alors, il y en a deux qui écrasent un peu les autres en termes de fréquence. La deuxième, c'est la cause alcoolique. L'alcool, consommé de façon excessive, que ce soit chronique ou même parfois une intoxication aiguë massive, c'est la deuxième cause la plus fréquente, surtout chez les hommes, souvent un peu plus jeunes, moins de 40 ans. On y pense surtout si l'échographie ou le scanner ne montrent pas de calcul. Et si ce n'est ni les calculs ni l'alcool, qui sont quand même les plus fréquents. Alors là, il faut élargir un peu et penser aux autres causes, qui sont plus rares mais classiques. Les causes métaboliques dont on a parlé, l'hypercalcémie et surtout l'hypertriglycéridémie majeure. Il faut vraiment des taux très élevés de triglycérides. Les causes métaboliques dont on a parlé, certains médicaments. Il a une liste de médicaments connus pour pouvoir donner des pancréatites. D'où l'importance de bien demander au patient tous les traitements qu'il prend. L'azatioprine, l'acide valproïque, certains antirétroviraux sont cités par exemple. Les causes métaboliques dont on a parlé, ça peut arriver après une CPR, cette endoscopie dont on parlait. C'est une complication connue de la procédure. Les causes métaboliques dont on a parlé, il faut aussi penser aux causes tumorales, une tumeur du pancréas ou des voies biliaires qui compriment les canaux. Si le patient a maigri récemment, ça doit alerter. Les causes métaboliques dont on a parlé, il y a des causes auto-immunes, plus rares. Les causes métaboliques dont on a parlé, et exceptionnellement, des causes infectieuses, comme le virus des oreillons autrefois. Et le document insiste vraiment sur un point. Même si une cause comme l'alcoolisme semble évidente, il faut quand même toujours vérifier qu'il n'y ait pas aussi des calculs. Ne jamais faire l'impasse sur la recherche de lithiase. Tout à fait. C'est un message absolument fondamental. On peut avoir un patient alcoolique chronique qui fait une pancréatite à cause d'un calcul lithia. Donc l'écho, elle est systématique pour tout le monde. Si on devait résumer, là, les messages vraiment clés à retenir de tout ça, les points essentiels. Alors, si je devais en choisir quelques-uns, ce serait 1. Toujours éliminer une cause lithiasique. C'est la priorité numéro 1 dans la recherche de causes. 2. Toujours rechercher les signes de gravité. Le CIRS, les défaillances d'organes. Et s'il y en a, même discret, il faut impliquer rapidement la réanimation ou les soins intensifs. Ne pas attendre. 2. Toujours rechercher les signes de gravité. 3. Ne pas traiter une fièvre isolée au début par des antibiotiques au cas où. C'est souvent inflammatoire. 2. Toujours rechercher les signes de gravité. 4. Privilégier une alimentation par le tube digestif, entéral, précoce, idéalement avant 48 heures. Éviter le jeûne strict prolongé si ce n'est pas absolument nécessaire. Et le texte donne même un contre-exemple avec Charlotte. Oui. Face à un patient qui, clairement grave, hypotension, signe biologique inquiétant, elle pose un diagnostic probable d'alcoolisme, mais elle néglige la gravité en l'hospitalisant en service standard, elle oublie de chercher les calculs avec une imagerie, elle met des antibiotiques pour la fièvre et elle laisse le patient à jeu. C'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'opposé de la bonne prise en charge qui est décrite juste après. Identifier la gravité, transférer en soins intensifs, faire l'échographie en urgence, réhydrater massivement, bien gérer la douleur, surveiller l'infection sans mettre d'antibiotiques d'emblée et commencer la nutrition entérale tôt. Ça montre bien l'importance d'une approche rigoureuse et standardisée. Bon, voilà un aperçu assez dense quand même de la pancréatite aiguë sévère. Si on récapitule, c'est une inflammation sérieuse du pancréas, on la diagnostique avec la douleur typique et une lipase très élevée. L'évaluation de la gravité, le CIRS, les défaillances d'organes est vraiment primordiale et elle guide la prise en charge initiale. Celle-ci est surtout symptomatique. Hydratation, douleur, nutrition précoce. Tout en cherchant activement la cause. Et en priorité la cause biliaire. C'est exactement ça. Et il faut insister sur le fait que le pronostic dépend vraiment de cette sévérité initiale. Les formes bénignes, œdémateuses, guérissent généralement sans trop de problèmes. Mais les formes sévères, nécrosantes, comportent un risque de décès non négligeable, on l'a dit, 5 à 20%, et peuvent aussi laisser des séquelles, des complications tardives. Le document mentionne ces complications, comme les collections, les abcès, l'insuffisance pancréatique, sans les détailler, mais il faut savoir qu'elles existent. D'où l'importance d'une surveillance très rapprochée, surtout les premiers jours. Et pour ouvrir une piste de réflexion pour finir, le document évoque rapidement le traitement de ces complications, comme les coulées de nécrose, et la discussion qui est nécessaire avec les équipes interventionnelles, que ce soit pour une CPRE, pour drainer une collection sous scanner ou parfois pour une chirurgie. Ça met vraiment en lumière toute la complexité de la prise en charge de ces cas graves, qui demande une collaboration très étroite entre différentes spécialités, réanimateurs, gastro-entérologues, radiologues, chirurgiens. Tout à fait, c'est un travail d'équipe indispensable. De quoi méditer sur l'organisation des soins autour de ces pathologies aiguës.
C'est ici que se termine notre exploration des points saillants de ce chapitre médical sur la pancréatite aiguë sévère. Merci de nous avoir suivis.